Bonjour à tous et bonjour aux membres du réseau de la FEV Jeune. Je suis Flavien, je suis gastro-entérologue au Centre hospitalier général de Lens, dans le Nord-Pas-de-Calais, et j'ai été formé au CHU de Lille. Je suis membre du groupe reporter de la FEV Jeune qui, tout au long de ce congrès, va essayer de vous proposer des résumés et des interviews avec les principaux orateurs qui sont sur place. Le congrès a donc été maintenu en présentiel pour notre plus grand plaisir. Nous espérons donc un retour très important sur l'actualité des pathologies en 2020 malgré le contexte actuel. Nous essaierons donc tout au long de ce congrès de vous proposer des résumés faits par nous-mêmes, mais également des interviews des différents orateurs. Et j'espère que nous pourrons vous apporter des informations très importantes. Voilà, je vous donne rendez-vous donc très prochainement et je vous souhaite un bon congrès virtuel. Je participe donc à la FEF au titre de la FEF Jeune et donc nous faisons une interview cet après-midi du professeur Mathurin qui est intervenu ce matin dans le groupe de réflexion sur la maladie du foie liée à l'alcool et sur la stéatopathie métabolique. Donc, bonjour Monsieur Mathurin. Bonjour Flavien. Donc premièrement, je voulais savoir si vous pouviez nous faire un rapide résumé, quelques mots sur la présentation de ce matin et sur les conclusions que vous vouliez apporter aux personnes qui verront la vidéo sur le réseau de la FEF Jeune. Oui, écoute, la question qui était posée, c'était de savoir comment appréhender des risques de patients qui cumulent un syndrome métabolique ou une obésité et une consommation d'alcool. Il apparaît que quand on regarde ces données en essayant d'y mettre le plus de précision possible, que l'effet de dose de l'alcool est un facteur déterminant. En gros, des doses faibles d'alcool améliorent l'insulinorésistance, des doses élevées, cet effet protecteur disparaît, mais on ne peut pas prendre en compte que cet élément parce qu'il y a des effets compétitifs qui surviennent avec la consommation d'alcool. Et donc, en fait, le message, c'est finalement, les médecins de demain, ceux que vous serez, doivent vraiment avoir une appréhension scientifique des données et présenter toutes ces données dans leur globalité afin qu'on puisse éclairer les malades dans leur choix de vie et aussi dans les conseils thérapeutiques et hygiéno-diététiques qu'on leur donnera. D'accord. Donc, l'ensemble des facteurs de risque pour informer au mieux les malades et donc augmenter les données scientifiques pour au mieux pouvoir y répondre. Voilà. Et surtout, maintenant que j'ai l'opportunité d'être avec vous, jamais on a eu de telles opportunités pour développer dans l'alcool parce que les données sont très bien faites, tant sur le plan épidémiologique que sur le plan de la gestion des facteurs de risque et sur le plan de la compréhension des événements qui vont survenir. Ça marche. Et du coup, oui, donc on disait que l'alcool était donc un facteur de risque principal, y compris dans la maladie alcoolique, dans la stéatopathie métabolique, pardon, et donc un risque qui était augmenté. Est-ce que vous pensez que des mesures de prévention pourraient être plus largement établies à ce sujet? Et notamment, est-ce que la FEF pourrait jouer un rôle là-dedans, comme elle l'a fait par exemple avec l'hépatite C dans les précédentes années? Non, le rôle de la FEF va être majeur et le rôle des spécialistes du foie et des maladies de l'appareil digestif, donc l'hépato-gastro-entérologue dans sa globalité, va être majeur parce qu'on arrive dans un monde où les facteurs de risque multiples, les maladies multifactorielles, ça a toujours été le cas, mais là d'autant plus avec des données qui nous permettront de les contrôler. Et la FEF devrait effectivement clarifier les choses. On peut dire de manière assez simple, la consommation d'alcool devrait être vers l'abstinence totale si un malade a une fibrose étendue, quel qu'en soit le mécanisme, parce que cette fibrose étendue, toute consommation d'alcool va être délétère. Le malade que je prends sans diabète, sans atteinte hépatique, je peux autoriser une consommation faible d'alcool parce que je peux avoir un effet préventif sur l'insulinorésistance. Le même malade diabétique, il est déjà diabétique, donc l'alcool devrait être comme suggestion, comme recommandation de vie, ce serait plutôt essayer de tendre vers les doses les plus faibles. Dans tous les cas, consommation d'alcool faible, risque faible en termes hépatiques, sous réserve qu'il n'y ait pas d'atteinte hépatique sous-jacente, de fibrose en particulier. Okay. Donc on peut arriver à moduler et prendre en compte encore une fois les risques compétitifs. N'oublions pas que chez une femme ayant des antécédents de cancer du sein, notre rôle n'est pas que d'être des médecins du foie, c'est de rappeler ces données épidémiologiques qui montrent que des doses très faibles augmentent le risque de cancer du sein chez la femme. Oui, de penser à tous les risques possibles. Tous les risques liés à ces maladies qui donc ont une atteinte systémique, comme vous le disiez. Voilà, c'est une maladie systémique, oui, clairement.
Pour élargir un peu le sujet, je voulais vous poser une question sur... on parle beaucoup des traitements antifibrosants dans la NASH. Si on peut terminer sur quelques mots là-dessus, je ne sais pas s'il y a des actualités Alors les traitements antifibrosants sur l'alcool, c'est plus compliqué. Alors c'est complexe, on va essayer d'aller pas à pas. C'est probablement maintenant dans l'alcool qu'il faut faire des essais sur la prévention de la fibrose. Pourquoi ? Parce qu'à l'inverse de la NASH, la progression de la fibrose est tellement rapide que tu auras un effet qui va être observé. Le problème, c'est que ces études devront être faites maintenant. Je crois que les années qui viennent, vos années, vont être des études sur 2000, 3000, 4000 malades qui vont prendre en compte, qui vont tirer avantage des méthodes non invasives. Parce que ces malades, quand tu prends une fibrose intermédiaire par exemple, malade qui consomme de l'alcool de manière excessive, ce malade a un risque de développer une cirrhose très élevée à 4-5 ans. Tu peux donc faire une étude sur 2-3 ans, puisque dans 2-3 ans, tu vas avoir des événements de développement de la cirrhose, des complications. Donc les traitements antifibrosants vont être utiles et parce qu'ils pourront être testés dans cette entité. Il faudra y adjoindre des données statistiques telles que prendre en compte le risque que certains patients arrêtent de consommer et donc forcément vont s'améliorer. Mais ça, c'est des risques qu'il faut prendre en compte dans le schéma de l'étude. Donc je suis convaincu que les 10-15 dernières années, qu'on arrivera à mener l'industrie pharmaceutique à comprendre qu'elle peut développer dans cette maladie avec des critères robustes qui seront tels que développement d'une cirrhose ou d'un événement clinique. Il faut savoir que la vitesse de la progression étant beaucoup plus lente dans la NASH, de démonstration d'efficacité sur des critères de jugement dits robustes acceptés par les agences du médicament sont plus difficiles à atteindre. Donc la réponse est oui. Maintenant, il faut convaincre l'industrie pharmaceutique d'y aller. Mais si on y va, il faut partir sur des études comme en cardio 2000 ou en diabéto 2000, 3000 malades par groupe. Et clairement, ça veut dire pas d'histologie. J'insiste sur le fait que par contre, une phase 1 ou une phase 2, pour démontrer que la molécule marche dans l'entité maladie hépatique associée à l'alcool, la biopsie sera nécessaire. Mais là, on est dans les phases 1 ou 2 où tu fais la preuve de contexte d'efficacité. Mais je crois que les phases 3 dans ces maladies ne sont, à mon avis, sans biopsie et elles auront des critères de jugement robustes. Il faut savoir que c'est ce que les agences de médicaments vont accepter pour donner l'autorisation de traitement parce qu'elles considèrent qu'on aura des événements tels que la prévention et le développement de complications de cirrhose, qui sont critères très associés avec la mortalité et qui peuvent autoriser ce qu'on appelle une mise sur le marché accélérée. Ça marche. Voilà, ça c'est, j'espère, vous le verrez peut-être plus que moi. Ça marche, j'espère. Donc l'avenir dans la prévention, mais aussi dans les traitements, on espère que ça va arriver, mais donc beaucoup d'études à mener pour... Oui, et dans l'hépatite alcoolique, qui sont un tout petit peu du contexte, il y a maintenant des molécules qui vont être testées sur le critère de jugement là, qui sera la mortalité à 3 mois, qui a été accepté par les autorités de santé en termes de critères d'efficacité permettant à une molécule, si elle l'atteint, d'être mise sur le marché. Donc on a quand même des progrès déjà dans le dialogue qu'on a avec les autorités de santé. Ça marche. Bon, c'est déjà une très bonne chose. Je vous remercie beaucoup, monsieur Mathurin. Merci à vous. Merci de m'avoir Et puis nous aurons bientôt d'autres interviews, donc merci de rester avec la FEV Jeune. À bientôt. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Bonjour à tous, Sébastien Burz, postdoctorant sur le projet européen MicroPredict avec le CEA de Saclay. Je suis ici à l'AFEF 2020, donc le premier jour, et j'ai l'honneur d'être avec Maëva, qui est l'une des jeunes doctorantes en fait, qui nous a présenté son travail de recherche à l'instant. Et je vais lui demander donc de se présenter d'abord et de nous résumer en quelques minutes du coup sa présentation. Maëva. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Maëva Sarouleinama. Donc, je suis doctorante en 3e année de thèse et je travaille au sein du laboratoire du docteur Chantal Dédoué. Notre laboratoire est situé au centre de recherche des Cordeliers, donc c'est à Paris. Et nous travaillons sur une thématique qui est la stéatose hépatique non alcoolique, donc qui est connue sous l'acronyme NAFLD. Et donc, au cours de ma présentation aujourd'hui, j'ai montré que dans la progression de cette stéatose hépatique, en délétant une kinase qui s'appelle ATR, nous avons une hépatoprotection. Je ne sais pas quoi dire de plus en fait. Non, mais ça me semble très bien. Est-ce que tu pourrais, Maëva, du coup, nous en dire un peu plus sur les perspectives effectivement de ce travail? Qu'est-ce que tu comptes faire par la suite? Alors nous, sur les perspectives du travail, donc, du fait qu'on a observé une hépatoprotection de la délétion d'ATR dans la progression de la NAFLD, donc nos perspectives en premier lieu, c'est de vraiment décortiquer comment cette délétion de cette protéine permet une protection justement de l'évolution afin d'avoir des objectifs peut-être thérapeutiques pour cibler pharmacologiquement cette protéine ou d'autres manières afin d'éteindre son expression. Et donc permettre de freiner l'évolution et donc freiner également le processus de tumorigénèse.
Merci. Et donc du coup, une dernière petite question. Donc par rapport à ton parcours qui est quand même assez particulier et que je voulais en fait ici souligner, puisque tu es passé par la diététique, il me semble. C'est ça. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire quels seraient éventuellement en diététique, quelles sont actuellement en fait nos applications, les traitements diététiques qu'on peut utiliser dans les cas de la NAFLD, parce que pour l'instant il n'y a pas de molécules sur le marché. Oui. Comment est-ce que tu envisages en fait l'évolution dans ce domaine particulier pour traiter justement les NAFLD? Donc actuellement, comme tu l'as bien résumé, il n'y a pas de traitement médicamenteux pour traiter justement les NAFLD. Donc il faut simplement suivre pour l'instant les recommandations de l'OMS, donc de l'Organisme mondial de la santé. Donc en tant que diététicienne, ce qui est recommandé, c'est vraiment d'avoir une alimentation équilibrée, donc pas d'apport trop riche en sucre et trop riche en gras. Donc vraiment suivre toutes les recommandations qui sont données et de pratiquer une activité physique régulière. Pour l'instant, il n'y a pas sur le marché, il n'y a rien qui est envisagé en traitement thérapeutique. À moins quand on arrive des stades plus élevés, où les personnes sont en surcharge pondérale, le traitement par la chirurgie bariatrique permet de restaurer cette stéatose hépatique. Mais vraiment, ce qui est recommandé, c'est une bonne alimentation et une activité physique régulière. Bien, merci beaucoup Maëva pour cette explication. Et donc à très bientôt.